On va rentrer sur la partie ETF, les gars, assez rapide, hein, parce que franchement, depuis le live que j'ai fait mercredi, il n'y a pas eu de gros changements. Je pense que vous avez vu sur la partie, notamment BTC, les inflows sont repartis à la hausse, mais de manière quand même très significative. Il y a eu des moments où on était presque au milliard d'entrées et de rentrées nettes directement sur les ETF. Là, par exemple, le 22 avril, 900, presque 937, 917, etc. Il y a quand même des grosses rentrées d'argent avec la majorité qui provient principalement de chez BlackRock. Là, par exemple, le 28 avril, alors on a eu des sorties sur d'autres endroits comme ARK, Bitwise, Fidelity, mais presque 1 milliard d'entrées sur la journée, le 28 avril, chez BlackRock. C'est le deuxième meilleur jour qu'on a eu depuis la création de l'ETF chez BTC, chez eux. C'est quand même énorme, hein. Là, on a des vraies rentrées d'argent. En termes de graphique, si vous jetez un coup d'œil, et c'était ce que je vous disais, hein, là, on avait atteint un top. Là, on était en train de créer en fait une zone d'accumulation, ou en tout cas, on est en train de recréer une zone de support. Et là, vous Distribution voyez, aussi. on repart à la hausse. Ouais. Donc, on va voir Ouais. un petit peu comment ça va se dérouler, mais évidemment que ça a eu un impact important sur le cours du BTC, hein. Bah, surtout, moi, ça me fait, encore une fois, on revient sur ceux qui disent, regardez, les whales, ils sont en train de vendre, c'est fini, on part en bear market. 2 mois après, en final, les whales, ils sont en train d'accumuler comme jamais, quoi. Il y a TK aussi qui a partagé des graphiques, j'ai vu passer sur Twitter, mais même toute l'analyse on-chain, tu vas sur CryptoQuant, même le retail, hein, il y a eu une période de distribution assez importante. Et si tu regardes, il me semble que je l'avais partagé sur mon live dimanche dernier, il y a eu une grosse distribution en novembre en fait du retail vers les whales. Donc là, Ouais. tous ceux qui ont vendu du retail, c'est pour ça qu'on a pété les 100K parce que les whales achetaient à tour de bras. Donc en fait, il y a eu une distribution des bagues. Tous les retails se sont dit putain, c'est bon, je vends. Les whales, ils ont fait pour moi, donnez-moi vos bitcoins, donnez-moi vos bitcoins. Et là, du coup, il y a tout ce qui est retail. Donc les investisseurs particuliers ont beaucoup moins de bitcoins. Et pour le coup, c'est vrai qu'il y a une période de distribution et de vente de la part des institutionnels aussi, un peu du retail sur depuis mi-janvier par là. Mais là, pour le coup, on est reparti sur une période d'accumulation. Un tout petit peu le retail, tu vois, ça commence à repartir un petit peu l'intérêt, les achats, mais surtout les whales, en fait, où là, ce qui reprend vraiment la danse, c'est les achats des institutionnels et des gros portefeuilles, des whales, où là, il y a de nouveau un très fort regain d'intérêt pour Bitcoin. Donc en fait, là, on peut plus dire que c'est les whales prévoient le bear market, ils sont en train de vendre pendant que le retail accumule. Là, principalement aujourd'hui, au moment où on fait la vidéo, ceux qui achètent, c'est des whales et des gros porteurs. Et Ouais. un petit peu du retail aussi. Donc, il y a quand même des achats importants sur Bitcoin. Mais encore une fois, principalement, l'info, c'est sur les gros porteurs, Instit et Wells qui achètent en ce moment, quoi. Et après, ce truc de dire que les whales accumulent, en fait, ça fait des mois qu'elles le font, hein. C'est-à-dire que quand on parle de baleines, c'est pas que les instits, d'accord. On peut avoir des investisseurs, comme par exemple celui là qui s'est fait hacker, qui avait 3500 BTC, etc. Ça fait partie des baleines. C'est sans doute pas un- un gestionnaire de portefeuille, etc. C'est sans doute peut-être un particulier. Alors certes, un particulier qui a de l'argent, mais des particuliers. Et enfin, qui en a plus maintenant, du coup, malheureusement pour lui. Et il y a 300 millions en moins. Ouais. Putain, c'est terrible, hein. Quand ça arrive, ça, c'est vraiment terrible. Bon, mais ce que je veux dire par là, c'est que ça faisait des mois et on vous le présentait. Je vous présentais des analyses on-chain et tout, sur l'accompagnement aussi, on suit ça depuis maintenant un certain temps. Je vous montrais très bien que, quand les mecs disaient: «C'est la fin, c'est la fin, c'est la fin», tu voyais qu'en fait, pendant un certain temps, il y avait les retail qui vendaient à perte, en dessous de leur coût d'acquisition, et que les baleines achetaient, et qu'après, évidemment, il y a eu des prises de profit qui ont été faites de la part des instits, de la part de certains portefeuilles. Mais, pendant, ouais, plusieurs semaines, plusieurs mois, tu avais des gros portefeuilles qui achetaient, tu avais de moins en moins de Bitcoin et d'Ether sur les plateformes d'échange centralisées. On est presque sur un all-time low, hein, sur Ouais, les plus ça, grosses cryptos, hein. C'est quand même un truc de fou. C'est-à-dire que quand les mecs ils te disent on est en bear, quand on est en bear, les gens veulent cash out, d'accord. Les gens ils veulent récupérer du pognon. En tout cas, quand on prévoit une grosse baisse, et on a des inflows super importants sur la partie exchange, parce que les gens ils déposent leurs cryptos pour vendre. Là, c'est l'inverse, d'accord. On voit depuis des mois que c'est l'inverse, c'est-à-dire que les gens achètent et ils retirent des plateformes d'échange. Donc c'est là, c'est pas du tout le cadre d'un bear market, etc. Tous les scénarios restent évidemment sur la table, mais de moins en moins, et ça reste toujours le scénario qu'on privilégie, de moins en moins le scénario de bear market aujourd'hui reste d'actualité, hein, d'accord.
Ça, c'est des trucs qu'on voit depuis longtemps parce qu'en fait, sur la partie BTC, on en parlera un peu tout à l'heure sur la partie analyse technique, mais heu, il y a des certains niveaux de confirmation, technique pour nous dire: «OK, là, ce scénario-là, il est plus probable, celui-ci, il l'est un peu moins». Mais heu, il y a quand même un retard. C'est-à-dire que tous les indicateurs que vous pouvez regarder pour ceux qui font du full analyse technique, ils vont regarder le MACD, ils vont regarder le RSI, ils vont regarder les moyennes mobiles, ils vont regarder plein de trucs. En fait, tous ces indicateurs ont du retard. Le seul indicateur qui n'a pas de retard, ça va être le prix par rapport à ce que vous voyez. Mais tout le reste, c'est du retard. Quand vous voyez des confirmations type Golden Cross, tout un tas de trucs, en fait, vous vous rendez compte que le prix a très largement augmenté par rapport au début, justement pour déclencher tout ça. Donc en général, quand vous attendez ces confirmations, vous dites ah bah oui, là c'est le moment d'acheter, sauf qu'en fait le truc il a déjà pris 50, 60, 100%, peu importe. Puis des fois sur les alts c'est encore pire. Alors que si vous analysez et que vous complétez ça avec du fondamental, avec de l'analyse on-chain et tout, vous pouvez voir à l'instant T en fait ce qui se passe. Les balais n'ont pas d'intérêt à faire en sorte d'acheter quand c'est en train de pumper. Ils vont acheter quand tout le monde va vous dire que c'est pourri, c'est pas intéressant, quand on va vous faire croire qu'il y a la récession, quand on va vous faire croire toutes ces choses-là. Et quand ça repart, quand ils ont bien mis leur bague, là, vous allez voir. Vous allez de nouveau avoir des bonnes nouvelles. Vous allez de nouveau entendre, ah bah regardez, cette boîte-là, elle a mis du Bitcoin en réserve stratégique. Ah bah regardez, ce projet-là, il a fait tel partenariat, il a fait tel truc. Et on est reparti pour un tour. On va être reparti. Et puis tous ceux qui vont dire, ah mais non, mais là, cette fois-ci, la thèse, elle a changé, ça va être différent parce que regarde, il y a eu tel truc, telle mise à jour, tel machin. Et c'est les derniers qui vont se retrouver de nouveau avec la patate chaude à la fin du cycle. Vous verrez, c'est toujours pareil. Et puis aussi une Donc, petite thèse aussi de la maison. Là, c'est ce que je vous propose moi personnellement. Mais vous allez me dire ce que vous en pensez. Mais pour le coup, on l'a évoqué et on a vu qu'il y a des balances sur les exchanges de plus en plus basses parce qu'en fait, les gens et ça, c'est pas forcément. Et je pense que c'est une trend qui va continuer parce que au moins jusqu'à la fin du cycle, parce qu'on a vu que le retail a de moins en moins de Bitcoin, ça part dans les mains des institutionnels. Et bien évidemment, les institutionnels, ils laissent pas déjà, ils n'achètent pas comme nous, virement SEPA, puis acheter au market spot sur Binance avec un petit ordre limite à la limite si on veut un peu de fioriture. Mais dans tous les cas, ils achètent en grosse quantité. Ça peut être en OTC et ils ont bien compris qu'on laisse pas les bitcoins chez un partenaire, donc ils passent par très certainement des outils de custodie institutionnelle. Hein. C'est même peut-être pas eux qui gèrent le portefeuille, sinon qu'ils vont aller voir des sociétés qui le gèrent avec voilà des choses même au-delà du multisig hein, pour le côté sécurité. et il y a Mais des pour le coup, assurances. il y a des assurances. Voilà, vous inquiétez pas que ils sont blindés niveau sécurité. Et du coup, il y aura peut-être une partie des ventes, à mon avis, et ce qui est déjà le cas, hein, qui se fera OTC, donc du coup, qui impactera pas forcément le prix, pas forcément on-chain, donc on les verra pas. Mais dites-vous aussi que si on veut pumper le price, là, on est dans un environnement de liquidité. En fait, on est au plus bas depuis 2018 Ouais. sur les bitcoins disponibles sur les exchanges. Donc, en fait, la majeure partie des bitcoins, alors même si on a les ETF c'est 10% du volume. Donc, 90% du volume encore, ça se fait sur des plateformes décentralisées. Hein, c'est des exchanges. Et en ce moment, on sait qu'on a un plus bas historique. Donc, même s'il faut quand même pas mal d'argent, on est d'accord, pour faire pumper Bitcoin, parce que c'est quand même ultra capitalisé, on est dans un environnement de liquidité sur les exchanges qui est plutôt propice à ça, en fait. S'il y a notamment le retail, pas trop intéressé pour l'instant pour Bitcoin, mais si jamais il se réveille et qu'il décide d'acheter du Bitcoin, bah, sur les exchanges, il y a très peu de liquidité. Les whales, c'est pas eux qui vont leur vendre leur bague en OTC, donc potentiellement plus de facilité à pumper, même si évidemment, voilà, c'est pas garanti non plus, mais dans tous les cas, la corrélation faible liquidité et potentiel sur le prix, elle est là, quoi. Donc Elle est énorme. à voir si ça se matérialise, mais dans tous les cas, c'est une possibilité qui est rendue possible avec l'environnement de liquidité dans lequel on est, notamment sur Bitcoin, quoi. Et un environnement avec une faible liquidité, ça veut dire juste simplement plus de volatilité. Ça peut être à la hausse comme à la baisse, hein, d'accord, hein, Exactement, exactement. faible liquidité, ça veut pas dire on augmente le prix, hein, tout de suite, hein. C'est, si jamais il y a des gros vendeurs, enfin des personnes qui souhaitent vendre et des gros porteurs qui vendent, par exemple un alt, qui a, 10 000 balles de liquidité et vous avez, sur papier, allez, 3 000 000 $, vous allez jamais récupérer 3 000 000 $ sur votre portefeuille, hein. C'est des valeurs papier. Ça aussi, il y a beaucoup de débutants qui comprennent pas ça. Mais ce que vous avez sur votre portefeuille, c'est pas ce que vous allez retirer d'un projet, d'accord? Y compris sur des bitcoins, etc. Et surtout sur des projets comme ça. Euh, et donc, par contre, si vous êtes sur un environnement avec une très faible liquidité, le moindre petit achat,
ça explose à la hausse, d'accord? Et c'est pour ça que l'analyse technique, en fait, en fonction de ce que vous faites et surtout sur le court terme. Alors sur le Bitcoin, on peut comprendre sur des gros projets, Bitcoin, Ether, je peux comprendre. Sur des projets, je vois des fois des mecs sur YouTube qui font de l'analyse technique sur l'heure, sur des projets avec 20 000 balles de liquidité, sur des projets qui sont lancés il y a 3 heures. Mais je dis, mec, mais t'es un pinouf. T'es juste un pinouf, en fait. Tu peux faire ton Ishimoku, tu peux faire ce que tu veux. Je veux dire, t'as une baleine demain qui achète rien que pour 100 000 balles de ton projet, ton truc, il fait un x100, en fait. Donc, ton analyse technique, elle te dira jamais rien. Et en plus, ça veut rien dire. T'as pas d'historique, t'as rien du tout. Donc, vraiment, méfiez-vous par rapport à ça. Les invalidations, et en plus, ils sont extrêmement bons. Les baleines, elles font exprès. Genre, par exemple, elles te font un bull flag. Les mecs, ils disent c'est bon, le pattern, bull flag, ça va repéter à la hausse. Tu vois que dès que tu arrives à la fin, la baleine, elle est là, elle te dit je vends. Tout le monde était long, lui vend. Tac, allez, vous êtes liquidés. Merci les copains, merci pour votre pognon, je repars. Et en fait, c'est que comme ça. C'est que comme ça. Dans un environnement avec une très faible liquidité, dites-vous, faible liquidité, énormément de liquidité, et c'est valable à la hausse comme à la baisse. Et là, on est dans un environnement comme ça, et c'est pour ça que je vous dis que tout peut changer très rapidement. C'est pas dit que ce sera immédiat, c'est pas dit que ça arrivera tout de suite. Il peut se passer plein de choses, d'accord? Et on n'est pas encore sorti de la forêt pour autant, mais méfiez-vous. Voilà. Méfiez-vous parce que ceux qui se disent, et ça on le voit à chaque cycle, qui se disent c'est sûr que ça va jamais remonter, je vends en espérant de racheter plus bas ou n'importe quoi, le jour où ça se retourne, le jour où le sentiment de marché shift, en un claquement de doigts, vous allez voir. Hein. Le FOMO, c'est tac. Aussi vite que la peur est arrivée, aussi vite elle va disparaître et aussi vite le FOMO va reprendre. En crypto, il n'y a pas d'entre-deux, quoi. C'est enfin quoi que si, il y a un peu de l'entre-deux où on se fait chier, il se passe rien. Et sinon, c'est vraiment en mode ça explose à la hausse ou ça explose à la baisse. Voilà, c'est soit la dépression, soit l'euphorie. Mais c'est très rarement en fait entre les deux parce que quand il se passe rien, en fait très souvent c'est que la plupart se sont fait rincer aussi. Hein. C'est surtout ça. Donc, concernant la partie Ether, donc sur les ETF, on va passer assez vite aussi dessus. On voit que c'est quand même beaucoup plus ténu. Hein. C'est ce que je disais mercredi. En fait, sur Bitcoin, il y a un regain d'intérêt, etc. Sur l'Ether, un petit peu aussi, mais les volumes ont rien à voir. D'accord. On est toujours en positif. On voit que ça réaugmente un petit peu. Si je zoome un peu, on voit que là, ça réaugmente un peu. Mais globalement, voilà, ça n'a rien à voir pour l'instant avec ce qu'on observe sur BTC. Au niveau du staking sur Ether, d'un point de vue institutionnel, pas prévu pour tout de suite. Moi, les dernières news que j'avais vues, c'est que ça avait été décalé de la part de la SEC et que normalement, ça devait être prévu plutôt vers la fin de l'année, quoi, vers septembre-octobre. Donc, peut-être pas forcément pour tout de suite. Voilà. Je ne sais pas si tu voulais rebondir sur ça, Théo. Ouais, les demandes sont sur la table, à voir quand ça va passer en fait. Hein, parce que ils ont déjà demandé, je crois, les ETF staking. Donc, à voir si c'est validé.